arrive un jeune Français qui a très très bien lu Descartes, qui cite dans ses ouvrages le discours de la méthode par cœur, qui est sûr de lui, qui est sûr de son savoir, et il arrive dans un pays où rien ne marche. Rien ne marche selon le discours de la méthode. Rien n'est méthodique dans ce pays. Et il se fâche énormément, il ne peut pas travailler, il n'arrive pas à travailler. Il n'a aucun moyen de réaliser ne serait-ce que ses dessins, il n'a pas de dessinateur compétent, il n'a pas d'ouvrier compétent, il ne peut rien faire. Et donc il bombarde le tsar et puis aussi le gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg, Alexandre Danilovitch. Il les bombarde de ses relations, les lattes, de ses lettres, de ses correspondances, où il leur dit exactement ce qu'il pense. Vous allez entendre comment il parle au tsar et au gouverneur de la ville. C'est une lettre de Leblanc à Menchikov. Monseigneur, outre toutes les demandes verbales que j'ai faites à votre Altesse Sérénissime pour avoir des bois de chêne, sapin et tilleul, pour faire travailler au modèle des bâtiments, jardins et machines de Sa Majesté impériale, j'ai donné un mémoire le 22 septembre à ce sujet, qui, n'ayant point eu d'exécution, m'a obligé de réitérer la même demande le 11 octobre. Comme les ordres que votre Altesse Sérénissime a donnés n'ont point été encore exécutés en leur entier, puisqu'on ne m'a délivré qu'une partie des bois de chêne que j'avais marqués à l'amirauté. Quoique j'ai fait toutes les perquisitions nécessaires, je ne sais à quoi attribuer un retardement aussi préjudiciable aux intérêts de Sa Majesté impériale, puisqu'il me met hors d'état non seulement de travailler, mais encore d'employer quantité d'ouvriers qui attendent après les 10 modèles. Le présent mémoire me servira de justification en cas que Sa Majesté impériale m'oblige de lui rendre compte de ses travaux. Voilà le ton, voilà le style. Bien sûr, les Russes n'ont jamais rien entendu de tel. Et l'histoire de Leblanc à Saint-Pétersbourg fut tragique. Il n'a vécu que 3 années à Saint-Pétersbourg. Il a à peine pu réaliser quelques-uns de ses projets. Il a laissé de très beaux dessins. Le plan de la ville entière, qui est magnifique et qui reste une œuvre considérée comme l'une des dernières grandes utopies européennes. Voilà. Le vrai problème de Leblanc, c'était bien sûr davantage que la réalité pratique de son travail à Saint-Pétersbourg, c'était l'idée qu'il avait lui-même de la personne de l'architecte, de la dignité de l'architecte européen, et qui était en totale contradiction avec la considération qu'avait pour les artistes, pour les artisans, pour les architectes, le commanditaire russe et en premier lieu le tsar lui-même. Et encore un extrait d'une lettre où Leblanc parle du logement qu'on lui a proposé d'occuper. Il n'y a pas une seule maison d'achevée de celles qui sont destinées et que votre Altesse Sérénissime me propose d'occuper. D'ailleurs, elles ne sont pas suffisantes, ni pour ma famille, ni pour mes bureaux, et pour tous ceux qui sont obligés d'y travailler pour le service de Sa Majesté impériale. Votre Altesse Sérénissime donnera donc, s'il lui plaît, ses ordres pour que les dites maisons soient achevées en diligence et qu'on y fasse les augmentations nécessaires, puisque je dois, suivant mon traité, être logé d'une manière convenable et à mon état et à l'emploi que j'occupe. Ces maisons pourraient mieux convenir aux ouvriers. Quant à moi, qui est fort au-dessus de leur caractère, j'ose prendre la liberté de dire à votre Altesse Sérénissime qu'il serait plus convenable que je fusse logé aux environs du palais de Sa Majesté impériale pour être plus à portée de recevoir ses ordres et de lui rendre compte de ce dont elle m'a honoré et dont elle pourra m'honorer par la suite. Donc voilà, ça donne un échantillon du
moins peut-être du contenu, mais le ton est vraiment extraordinaire. Et il faut dire qu'autour de la personne de Leblond, les archives sont absolument merveilleuses. L'historien tombe rarement sur une mine pareille. Vraiment un trésor. Donc il y a eu, j'ai lu plus de 300 lettres de Leblond adressées à différentes personnalités, et j'avais l'impression d'entendre sa voix. Et c'est à ce moment-là, en entendant la voix de Leblond dans mes oreilles, que je fais connaissance de Martine ici présente, qui me glisse en passant, et si vous écriviez au lien une pièce de théâtre. Et donc la pièce... Tu peux expliquer où ça se passe peut-être? Ça se passe. Donc voilà, la pièce se passe à Saint-Pétersbourg, et ces deux ombres, c'est le pays des morts. Donc la pièce s'appelle Au-dessus de Saint-Pétersbourg, dialogue au royaume des morts entre le tsar Pierre le Grand et son architecte Jean-Baptiste Alexandre Leblond. Donc ils sont assis sur la tour de l'Amirauté dans le premier acte, dans la premier tableau. Et dans le deuxième tableau, ils vont à l'Ermitage où se trouvent les dessins de Leblond. Ils vont les ressortir, ils vont regarder, et Leblond va essayer d'expliquer enfin à Pierre ce qu'il n'a pas compris de son vivant. Voilà. Et il continue à se fâcher. Donc on va vous proposer un petit extrait de cette pièce. Je suis désolée, je vais être obligée d'être Pierre le Grand, parce que ici présent Philippe Malvire est le meilleur Leblond que j'ai jamais vu. D'ailleurs, la pièce est dédicacée à Philippe, et il y a un tout petit peu de sa voix qui s'est entremêlée avec la voix de Leblond, cette espèce de ce que les Russes appellent, Pouchkine a appelé Ostregalski smysl, c'est-à-dire l'esprit aigu, aiguisé, gaulois. Voilà. Pour le salaire que je te versais, 5000 roubles, 25 000 livres de France, le double de ce que touchait alors le premier architecte du roi de ton pays. Et pas le moindre mot de russe. Tous ces mémoires que tu m'as envoyés. Et qui restaient sans réponse, alors que les questions que j'y posais étaient de la toute première urgence. Justement, c'est de cela dont je te parle, Leblond. Tes lettres et mémoires, restées pendant 10 mois entiers chez le traducteur, et même traduits, il me semblait illisible. Je n'y comprenais rien. Vous me jetez là, selon votre habitude, des injustices en vrac, sans système ni méthode. Mais j'ai à vous répondre, sire, que c'est plaisant par ailleurs de discuter dans le royaume des ombres. Il n'y a plus de problème de traduction. Nous parlons enfin, votre majesté, une seule et même langue, c'est du bon sens, le français. Parle pour toi, toi et ton bon sens. Voilà donc ce que j'ai à vous répondre. Premièrement, au sujet de la traduction de mes lettres que vous ne compreniez pas. C'est qu'à l'époque, les choses que j'y décrivais n'avaient pas encore de nom russe. Vous avez voulu une Russie nouvelle, une ville capitale fondée ex nihilo dans les marais, une architecture à l'européenne, mais tout cela contenait quantité de mots que les Russes de votre temps ne savaient pas traduire, car les choses elles-mêmes leur étaient inconnues. Sans évoquer les voûtes, les escaliers, les cheminées et les cuisines modernes, sans discuter de la distribution à la française. Comment voulez-vous parler à un peuple qui ne connaît pas la scie? De quoi me causes-tu? Mais de la scie, votre majesté, car j'appelle une scie, de cet instrument, voyez-vous, qui détaille le bois en planche et dont la lame dentée est actionnée par la force musculaire. Vos Hollandais que vous aimiez tant avaient établi des scieries de bois depuis le XVIe siècle. Vous devriez le savoir, votre majesté. J'ai vu d'ailleurs un livre sur les moulins hollandais dans votre bibliothèque. Il me semble pourtant que, du moins de son vivant, il ne lisait rien de ces livres. Comme les enfants, il ne faisait que les feuilleter, regarder les images. Toute cette ville est une collection d'images qu'il a tirées de sa bibliothèque. Que dis-tu?
Je dis que vous vouliez faire chez vous venir des microscopes et des télescopes et toutes sortes d'autres machines petites et grandes. Mais la scie, eh bien, il n'y en avait pas. Voilà, c'est tout à fait cela. Quand je suis arrivé à Pétersbourg, il n'y avait pas de scie sur vos chantiers. Vos moujiks travaillaient le bois à la hache, en perdant au moins la moitié d'un tronc d'arbre, n'en tirant que 2 planches à peine. Certes, votre pays est grand, trop grand à mon sens, mais il y a quand même des limites. Et comment parler au peuple? Comment lui expliquer? Les autres y arrivaient pourtant. Les Italiens, tiens, Rastrelli. Ne me parlez pas de ce vaurien, votre majesté. Vous savez ce qui s'est passé entre nous. Mais pour en finir avec la langue, les Italiens ne traduisaient pas, ils trichaient. Ils hasardaient leurs mots avec vos lettres. Ces marchands de tapis sont prévenus. Marchand de tapis, dis-tu, Rastrelli était comte d'une bonne lignée florentine. Et son épouse d'une lignée espagnole encore plus ancienne. J'ai eu à mon service des artistes de qualité. Misérables courtisans, voilà ce qu'ils étaient. Au lieu de vous instruire de la bonne façon de faire, ils vous flattaient en obéissant à vos caprices. Bien sûr, vous vous entendiez, mais à quel prix? Maintenant, pour répondre à vos autres reproches, je n'apprenais pas le russe, parce que cette langue, qui ne ressemble à rien de chez nous, aurait demandé tout mon temps. Alors que dès mon arrivée dans cette ville, j'ai été nommé, comme vous vous en souvenez sans doute, directeur de tous les chantiers. Plus tard, me disais-je, mais je n'ai pas vécu longtemps. Ma mort en 1719, je n'avais que 40 ans. Oui, je marchais alors devant ton cortège funèbre. Je vous ai vu, votre majesté. Vous me sembliez pleurer très sincèrement. Cela m'a réconcilié un peu avec vous. Car soyons clairs, c'est après notre dernière rencontre qui s'est si mal passée que je suis tombé mortellement malade. On a écrit plus tard que j'étais mort de la petite vérole. La main des autocrates est lourde, Leblond. La mienne en l'occurrence. Mais j'ai regretté ta mort. J'ai acheté tes livres à ta femme, y compris ton manuscrit du traité inachevé consacré à l'optique. Il est toujours conservé à ma bibliothèque. Les historiens l'ont lu, tu vois. Je ne t'ai pas oublié. Je me suis occupée de ta mémoire. Par ailleurs, moi non plus, je n'ai pas vécu longtemps. Certes, votre majesté, quand 6 ans plus tard, j'ai eu vent d'un tsar qui mourait après s'être jeté en plein mois de janvier dans l'eau glacée pour sauver un matelot, j'ai tout de suite pensé à vous. Vous jouiez au marin, à l'ouvrier. Il y avait en vous de votre vivant une sorte de folie joyeuse. Ce n'était point de la folie. Vous vous êtes toujours cru indestructible. Je l'ai été. Les tsars le sont. L'Esprit Saint veille sur nous. Tu ne peux pas le comprendre. C'est à peine si tu n'as jamais été chrétien. Ce n'est pas le propos, vous mélangez tout. La confusion très distinctive des barbares. On ne fonde pas une ville en plein dans les marais avec de l'Esprit Saint à la place de la scie. Si, justement si. Eh bien, c'est là notre profond différence. Et vous parlez d'apprendre le russe. En quoi cela m'aurait-il avancé? Même connaissant tous les mots russes, je n'aurais jamais pu vous faire entendre. Nous, pour faire une chose symétrique, on trace d'abord un axe, puis on prend les mesures des côtés. Et vous, vous faites un grand signe de croix. Je vous l'ai toujours dit, votre majesté, si vous vouliez qu'on se comprenne, vous auriez dû lire le discours de la méthode de notre cher. Voilà.